Yves Bétoir, 2 minutes 45 de bonheur. Rousselier, plus vrai que nature. Gérard Brémond, le sorcier de l'immobilier loisir. France Carte, une poignée d'atouts. C'est bien connu, en France, tout commence et tout finit par des chansons. Au cœur du Forum des Halles, Yves Bétoir s'est hissé au top en créant le studio Je chante. L'idée, elle vient des Amériques, permettre au grand public de jouer les stars du 45 tours. Chez Yves Bétoir, de 7 à 77 ans, on vient s'offrir 2 minutes 45 de bonheur. Les cabines d'enregistrement ne désemplissent pas, le modèle parisien s'implantera d'ailleurs bientôt dans toute la France. Garçon, s'il vous plaît, admis. Merci. On y va. Patronne, un Goldman, s'il vous plaît. Pas de problème. D'accord. Pousser la chansonnette dans sa salle de bain, fredonner un air connu au volant de sa voiture ou bien encore entonner le tube du moment en marchant dans la rue, vous êtes des millions à le faire tous les jours, c'est possible et c'est facile. Mais qui n'a pas rêvé une fois au moins de chanter les succès de ses idoles sur la même musique et le même rythme? Aujourd'hui, le rêve est devenu réalité grâce au studio Je chante, premier et unique studio d'enregistrement professionnel pour grand public créé il y a 2 mois par Yves Bétoir et Bruno Rivera. J'ai eu l'idée de créer cet endroit, ça fait déjà de nombreuses années, je suis maintenant un homme de 40 ans. Et je me rappelle quand j'étais adolescent, j'imitais les chanteurs comme Johnny ou Eddie Mitchell devant ma glace dans ma chambre. Et puis je me disais, nom de chien, qu'est-ce que ça serait bon d'enregistrer dans les mêmes conditions que ceux que j'aime en tant que chanteur. Et puis ça m'avait trottiné dans la tête et puis ça s'était un petit peu endormi. Et puis lors d'un voyage aux États-Unis, j'ai eu la chance de voir un studio professionnel qui permettait aux amateurs de pouvoir s'exercer un petit peu. Et ça m'a fait le déclic. Ce que je pensais s'avère être exact, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui aiment chanter, beaucoup de gens qui aiment s'exprimer, beaucoup de gens qui ont les mêmes envies que moi j'avais il y a quelques années et que j'ai toujours envie, c'est-à-dire de pouvoir essayer sa voix dans les mêmes conditions qu'un professionnel. Dans l'entreprise Je chante, je suis la personne qui s'est occupée de la réalisation artistique, c'est-à-dire musicale et technique de tous ces studios grand public. Le grand public, Yves dans le prêt-à-porter du Sentier et Bruno dans le milieu artistique ont appris à bien le connaître, à très bien le connaître même. Pas étonnant dans ces conditions que le studio boutique Je chante ait été pensé entièrement pour ce grand public. Bonjour. Bonjour. Je voudrais chanter, mais je ne sais pas quoi chanter là. C'est pas quoi chanter. Alors vous avez là un catalogue avec tous les textes, toutes les chansons que vous pouvez interpréter. Alors ça va du top français au top étranger, etc. Une fois que votre choix est fait, moi je vous passe le texte de ces chansons. Hein, et vous allez en cabine interpréter la chanson de votre choix, tout simplement. Et vous serez aidé par une voix témoin. Bon, bah écoutez, je crois que je vais prendre My Way, comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Toute la journée. Je suis chef d'entreprise, mais je viens ici entre midi et 2 parce que j'ai mes bureaux qui sont à 5 minutes d'ici, en fait. Comme d'habitude. Le fait d'avoir rencontré des gens qui me permettent de chanter sur des bancs d'orchestre, c'était mon rêve et je l'ai réalisé en venant ici. Et je viens ici pour avoir ma voix correctement sur une bande musicale, pour que ce soit un bon produit et pour pouvoir le faire écouter à des gens qui sont susceptibles de m'aider dans ce métier. On ne pouvait imaginer meilleur endroit que les Halles pour le début de ce qu'il faut bien appeler une aventure. Une aventure qui est néanmoins déjà une réussite. Au cœur de Paris, Je chante attire dans un lieu où près de 100 000 visiteurs passent chaque jour les voix de nombreux chanteurs amateurs, des chanteurs qui ne manquent parfois pas de talent. Je chante à la chance de voir passer beaucoup de gens, ce qui sous-entend beaucoup de talents, mais beaucoup de talents méconnus. Je suis sidéré par le nombre de personnes qui chantent bien. Écoutez, c'est simple, il y a des petits chanteurs amateurs qui me font frissonner. J'ai les poils qui se redressent quand j'entends des voix.
Alors, on voudrait essayer d'en faire profiter le maximum de monde. Alors, on va être obligé de les suivre d'une manière un peu plus approfondie. Et donc, la suite de cette activité va être la production, va être un studio professionnel. Une activité qui va connaître d'autres suites et beaucoup plus rapidement que prévu. Après seulement 2 mois d'existence, Yves Bétoir envisage déjà la création d'un réseau de franchisés, l'ouverture d'autres studios à Paris et en province, et enfin la signature d'un contrat avec un parc de loisirs. L'entreprise Je Chante prend justement sa place sur le marché du loisir à un moment où cette industrie se développe de plus en plus vite. Immense satisfaction pour ses créateurs et plus particulièrement pour Yves Bétoir. Yves qui découvre une clientèle bien différente de celle qu'il fréquente habituellement dans les frives du Sentier. Je viens de m'apercevoir une chose que je pensais ne pas exister, c'est-à-dire une satisfaction à 100% des clients. C'est-à-dire 100% des clients qui rentrent chanter dans notre studio repartent enchantés et satisfaits. Cette entière satisfaction des clients est peut-être la plus grande réussite de Je Chante, mais une réussite qui est également financière. Et s'il est encore trop tôt pour donner un bilan, on peut déjà affirmer que l'aventure d'Yves Bétoir et Bruno Rivera devrait connaître des suites heureuses. En proposant près de 450 titres à ses clients, le studio a toutes les chances d'enchanter son public. Un public qui a jusqu'à présent enregistré environ 1500 titres par mois sur les magnétophones de Je Chante. Depuis sa création en 1877, Trousselier respire le parfum de la réussite. La maison exporte dans tous les pays et ouvre des antennes à New York et Tokyo. Sa technique et son raffinement ont séduit toutes les branches, de la pub à la haute couture. Trousselier, une réussite naturelle avec un chiffre d'affaires bientôt multiplié par 10. J'ai apporté de bonbons. Périssable est un mot inconnu chez Trousselier, car, incroyable mais vrai, tout ce que vous voyez là est faux. Depuis des années, la maison Trousselier fait éclore des fleurs artificielles par bouquets entiers, comme d'autres peignent des tableaux ou composent des symphonies. Moi, ça fait 16 ans que je suis là et que je suis toujours émerveillée. Je suis toujours émerveillée de ces fleurs et toujours... c'est un perpétuel renouvellement et surtout, elles se fanent jamais. La maison Trousselier est une maison qui a plus de 100 ans d'âge, qui a été fondée en 1877 et qui est restée dans la même famille jusqu'au mois de septembre dernier, où nous avons maintenant une nouvelle direction et nous prenons des options sur l'avenir et sur un pari international. Un langage résolument dynamique qui n'empêche nullement de perpétuer l'immuable tradition. C'est avec ces outils que depuis plus d'un siècle, les petites mains de chez Trousselier travaillent la soie pour imiter les jardins du monde entier. Elles ont leur modèle de fleurs en face d'elles et c'est très important que la fleur ait l'air le plus vrai possible. Et ce sont plus que des ouvrières, ce sont des artistes. Et je crois que c'est un métier agréable parce que faire des fleurs, c'est quand même, c'est joli, c'est féminin. Et elles apprennent ça dans des écoles et puis quand elles savent se servir des outils, quand elles viennent chez nous, elles ont aussi à apprendre la technique Trousselier qui est quand même, on veut être le plus près possible de la perfection. Quelques hommes ont tout de même réussi à intégrer cet univers féminin, puisque côté finance et marketing, Charles Chevrier et Fock Bolderet, un Hollandais, co-gèrent l'entreprise. C'est pas depuis longtemps, les hommes sont dans la société début septembre 1987. La nouvelle stratégie est de faire un marketing qui est plus direct et que les gens, c'est pas nécessaire que les gens
vient chez nous à Paris, mais que nous faisons la possibilité plus internationale et que Maison Trousselier, avec les produits fameux Trousselier depuis 110 ans, que ça, on peut vendre, on peut acheter ça pas simplement à Paris, mais aussi à Londres, Genève, New York, Beverly Hills. La publicité se sert énormément de nous, aussi bien pour les spots télévision et les photos. Tous les tournesols que vous voyez pour les huiles, ce sont des tournesols Trousselier. La petite fleur Yoplait, c'est une marguerite Trousselier. On travaille aussi beaucoup avec le cinéma, avec le théâtre. On travaille en collaboration étroite avec les grands couturiers. Nous avons fait une année toute la collection Dior. Cette année, nous travaillons beaucoup avec Lanvin depuis la saison dernière. Ils ont beaucoup d'archives, ils ressortent de vieilles fleurs. Car l'idée d'une pensée en velours, par exemple, il fallait que j'ai quand même un modèle de départ. Je n'en avais pas. Et ce sont dans leurs archives que l'on a trouvé cette pensée, qu'ils ont accepté de retourner dans leur façon ancienne de travailler pour les refaire pour moi. Donc ça, pour nous en haute couture, les artisans qui sont prêts à travailler comme Trousselier, c'est indispensable. On ne peut pas exister sans des maisons comme Trousselier. En tant que maison de couture, on s'adresse toujours aux artisans les plus professionnels et ceux qui se rapprochent le plus, disons, de ce qu'espère un couturier, c'est-à-dire la perfection. Je pense que maintenant, la fleur artificielle est considérée comme un bijou. C'est flatteur, c'est saillant, c'est féminin. On les place sur des chapeaux, sur des chaussures, sur des ceintures, dans les tissus drapés, pas drapés. Enfin, je trouve que c'est un emploi important. Nous sommes très connus aux États-Unis, nous sommes dans tous les guides américains. Quand ils disent de visiter Paris, il y en a un qui disait, vous avez deux choses à voir, c'est la Tour Eiffel et la Maison Trousselier. C'est beau chez vous? Ici, on est bien heureux. Le soleil, la mer, la découverte, le sport, les animateurs Fram qui vous dorlotent, qui vous chouchoutent, toujours là quand on a besoin d'eux. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour partir avec Fram? Hein? Vacances à la Française, 22 pays, 28 destinations. Les Kurdes, un peuple sans patrie, une nation sans État. 5 pays se partagent leur territoire. Iran, Irak, Turquie, Syrie et URSS. 6 millions de Kurdes iraniens combattent depuis 8 ans le régime de Khomeini et son expansionnisme. Ils réclament l'autonomie du Kurdistan au sein d'un Iran démocratique. En exclusivité pour la 5, un reporter a rejoint clandestinement le front de cette très importante résistance interne au pouvoir islamique. Samedi, 12h30, reporter, c'est sur la 5. Gérard Brémond a 50 ans. Il a fait fortune dans l'immobilier de loisirs. En 25 ans, son groupe, Pierre et Vacances, est devenu leader européen de l'industrie touristique. Roi du béton, il est aussi devenu, avec Avoriaz, metteur en scène de la montagne.
Qui a fait ça? Gérard Brémond, 50 ans, c'est lui qui a fait ça. Le premier groupe d'immobilier loisirs, la première chaîne locative touristique, 62 000 lits, 51 stations à la mer, à la montagne, avec une star de l'architecture, Avoriaz. Maintenant, il y a près de 20 ans. Vous aviez quel âge? Il y a plus de 20 ans. J'avais 27-28 ans. Vous avez fait de l'immobilier? Ah si, j'avais construit un petit peu dans Paris, région parisienne, mais jamais fait d'immobilier. D'ailleurs, si j'avais fait de l'immobilier, j'aurais pas eu ni l'inconscience, ni la naïveté de faire quelque chose d'aussi novateur. Alors on est venu vous chercher, c'est un coup de foudre ou quoi? Comment ça s'est passé? C'est les deux à la fois. On est venu me chercher parce que Vuarnet, qui avait démarré Avoriaz avec quelques difficultés financières, donc il m'avait contacté parmi d'autres, et puis donc je suis venu sur ce site d'Avoriaz qui était complètement vierge, il n'y avait rien d'autre. Et puis alors j'ai eu le coup de foudre pour le site parce que c'était un grand balcon, et c'est toujours un grand balcon à 1800 mètres, plein sud, un grand domaine skiable, liaison avec la Suisse, donc c'était le coup de foudre. Et puis le coup de foudre, il était également professionnel. C'était l'idée de se dire, quand même, très vaniteux hein, comme impression, c'était de se dire, là il y a un site vierge, et puis je vais faire une ville touristique, une cité touristique pour 15 ou 20 000 personnes. Une ville totale, presque surréaliste, dans un décor de comédie musicale où les acteurs n'auraient rien d'autre à jouer que leurs vacances. Avec les enfants, bien sûr, mais aussi leurs parents. Les petits malheurs des uns qui appellent la tendresse des autres. Une ville totale, un regard enfin, et le ski partout. L'idée de Gérard Brémond, c'est d'avoir compris que les Français rêvaient d'une résidence secondaire mais ne pouvaient plus en assumer les servitudes. D'où la nouvelle propriété. Une formule magique de Pierre et Vacances qui permet d'acheter moins cher et qui garantit des locations. Formule magique qui fera toute sa fortune. Là, on se dirige vers quel endroit, là? Vous nous conduisez où, là? Alors, on se dirige vers le bébé, le dernier bébé, qui est le quartier de la Falaise. Et ça, alors là, c'est une très grande satisfaction parce que le site est remarquable. Il est plein sud et il est face au grand domaine skiable. Il y a la falaise de 600 mètres à pic qui va vers la vallée de Morzine. Donc, imaginez qu'à cet endroit-là, donc ce terrain n'était absolument pas construit à la fin du mois d'avril 1987, et qu'en 6 mois, et ça c'est vraiment prodigieux, il y a près de 500 logements qui ont été construits, livrés à Noël, et qui sont maintenant sont occupés, là, ils sont pleins à 100%. Et qui nous ont donné à la fois le goût et une certaine connaissance de ce secteur. Bien sûr, nous sommes très flattés que l'une des premières psychomies de France s'intéresse maintenant à l'immobilier loisir et par le canal de Pierre et Vacances. Mais je pense en plus, je voudrais à la fois, je suis flatté, mais en même temps je voudrais le féliciter, parce que je pense qu'il a fait un bon choix. Voilà, j'ai pris le découpage chez Pasco à l'intérieur. En 20 ans, Avoriaz est évidemment devenu un symbole international de l'industrie touristique française. Chaque année, le festival de cinéma attire les stars du showbiz, des lettres, de la politique, de la banque. Avoriaz est ainsi devenu une vitrine, un formidable instrument de relations publiques au service du groupe Pierre et Vacances tout entier. Et Gérard Brémond peut y recevoir là ses amis, ceux qui le font rêver bien sûr, mais aussi et surtout ceux avec lesquels il est en affaires. Cette année, on vaut 1,250 milliard de chiffre d'affaires, même 1,3 milliard. Et pour l'exercice en cours, on doit passer aux environs d'1,8 milliard. Les principes d'Avoriaz sont respectés, alors que ça fait maintenant près de 20 ans qu'on a démarré, et ça, c'est une vraie satisfaction. On n'a pas fait que du béton traditionnel, mais s'il est vrai qu'Avoriaz a été ce qu'il y a eu de plus innovateur, de nouveau dans ce que nous avons construit jusqu'à présent. Aujourd'hui, j'ai deux passions qui sont très anciennes, mais
pour lesquels j'ai autant d'enthousiasme que par le passé, c'est le jazz et le cinéma. Je suis producteur de cinéma depuis maintenant 18 mois, ou plus précisément, je finance de la production de cinéma dans le cadre d'une société que j'ai créée donc, il y a quelques mois. Les vraies inventions, la véritable innovation, elle se fait sur des coups de cœur et sur des intuitions. Si on est trop gestionnaire et trop... si on ne laisse pas libre cours à l'intuition, ben, on crève, de mon point de vue. France Carte, avec ses deux marques, Grimaud et Ducal, s'est approprié le marché de la carte à jouer. Si vous tapez le carton entre amis, France Carte sera de la partie. Avec plus de 300 jeux en catalogue, cette société livre bataille dans le monde entier. Elle joue ses atouts, diversité et création, en habillant ses rois et ses reines à la mode capétienne ou folklorique. Moi j'ai joué et puis j'ai perdu. Moi j'ai joué et puis j'ai perdu. On est encore bien loin de jouer sa dernière carte quand on réalise un chiffre d'affaires de 73 millions de francs. France Carte demeure la première manufacture française de cartes à jouer. Elle exporte 12% de sa production. On joue aux cartes depuis le Moyen-Âge. C'est un produit qui est très convivial et nous n'avons pas de crainte quant au devenir de ce marché, bien que des essais, notamment de jeux électroniques, etc., aient été faits. La carte est un produit essentiellement tactile. Les gens aiment bien toucher les cartes et je ne vois pas de raison que ce marché évolue de façon notable à la baisse dans les années à venir. J'ai joué et puis j'ai gagné. Là j'ai joué et puis j'ai gagné. France Carte distribue deux marques prestigieuses, Grimaud et Ducal. Son atout, savoir enrichir un catalogue déjà bien garni. France Carte n'oublie ni le Rému Fada de Belote, ni les Madame Irma, liseuses de tarot. Nous avons environ 300 références différentes en catalogue, entre les jeux d'enfants, les jeux à jouer, les jeux de collection et jeux de cartomancie. Actuellement, nous en avons à peu près 300. Et chaque année, nous sortons disons entre 15 et 25 nouveaux jeux. Parmi les nouveautés qui sortent et qui sont exposées actuellement au Salon du Jouet, il y a des jeux de cartomancie, l'horoscope chinois, taromantique qui vient de sortir, un jeu sur Buffon pour le bicentenaire, et un jeu ça s'appelle 25 ans après, c'est sur le retour des Pieds Noirs, et ça représente les différentes personnes qui ont compté dans l'histoire de l'Algérie, des tirailleurs, et puis également des vierges noires, vierges blanches, etc. France Carte fabrique 16 millions de jeux de cartes par an. Il faut savoir que 75% des foyers possèdent au moins un jeu de cartes. France Carte n'est jamais à court d'idées pour diversifier ses motifs. De nombreux thèmes sont abordés sur les cartes, nature, littérature, peinture, histoire aussi. Les collectionneurs réclament les premiers jeux du XVIe siècle. Les cartes à jouer constituent à elles seules un véritable musée. Les cartes à jouer ont été vraisemblablement introduites en France par Du Guesclin qui revenait d'une de ses expéditions guerrières en Italie. Les cartes à jouer au départ étaient en pied, vous en avez un exemple ici. Les cartes à jouer étaient fabriquées donc sur du papier tout à fait traditionnel, peintes à la main. C'est aux alentours de 1848 que les portraits dits réversibles ont commencé à voir le jour. Les améliorations les plus importantes dans la carte à jouer ont été apportées par Baptiste-Paul Grimaud, qui est le plus ancien maître cartier connu français, et il a pratiquement apporté toutes les innovations qui font la carte d'aujourd'hui. L'avenir se lit dans les boules de cristal, sur les lignes de la main ou encore par le biais d'un jeu de cartes. Et là aussi, France Carte est de la partie. Avec un vaste rayon cartomancie, on y trouve des tarots du monde entier et de toutes les époques, des tarots multicolores qui font le bonheur des Nostradamus en herbe. Les personnes qui achètent les jeux de tarot sont d'abord des collectionneurs, bien entendu. Ensuite, vous avez des cartomanciens qui les achètent pour eux-mêmes, mais aussi pour certaines fois pour leurs élèves. Et puis, le grand public qui désire s'initier au tirage de cartes.
Avenir à la carte avec un grand nombre de tarots Grimaud et Ducal. Tarot viendrait du mot rota voulant dire la route de l'éternel. France Carte édite le fameux tarot de Marseille avec son impressionnante carte de la mort. Sa véritable signification mérite d'être rappelée car on l'a souvent déformée. D'abord, c'est pas la mort. La carte, c'est l'arcane sans nom. Effectivement, elle impressionne beaucoup de gens puisqu'elle représente un squelette avec une faux. Mais si on regarde de plus près la carte, on s'aperçoit qu'en fait, les têtes qui sont sur cette carte, notamment une tête de roi, sont des personnages vivants. Les yeux sont ouverts, les personnages vivent. La mort, la faux, n'est que le temps qui passe. Et en fait, il y a aussi là une symbolique de passage du matériel au spirituel. Et en fait, on va faire disparaître un certain nombre de choses de notre vie pour revivre en quelque chose d'autre. Enfant, on joue à la bataille ou au pouilleux avec France Carte. Adolescent, c'est le tarot au lycée. Adulte, la belote. On peut ensuite s'initier à la manipulation ou collectionner les cartes extraordinaires. Nous arrivons maintenant à un jeu insolite, le jeu des cartes faites avec des plumes de faisan de Mongolie. Extraordinaire. Ce jeu allemand a une particularité. Ce joueur d'échecs a des pions blancs qui reposent sur l'échiquier, et si on retourne la carte, eh bien, ce sont les pions noirs qui sont sur l'échiquier, alors que les blancs se trouvent dans le vide. Vous voyez maintenant un jeu délirant, les cartes zigzag, jeu américain. Le gars qui a fait ça, quand même. Savez-vous la différence qui existe entre un jeu de cartes et des cartes à jouer? Non? Alors regardez. Vous avez là un jeu de cartes, et ici, ce sont des cartes à jouer.